Bonjour à tous et bienvenue à ce traditionnel rendez-vous organisé par le service actionnaire d'Air Liquide. Alors cet échange, sous cette forme, à cette époque de l'année, c'est-à-dire au moment de la déclaration de revenus, sera peut-être le dernier. Pourquoi? Parce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, a récemment évoqué la possible disparition de la déclaration sur le revenu. En attendant, ne prenez pas la déclaration de revenus de cette année à la légère, parce qu'en apparence, rien ne change, mais en pratique, tout change. Quelle fiscalité pour les actionnaires en 2019? Voilà notre sujet du jour. Pour répondre à nos questions, Marie Lapierre, bonjour. Bonjour Jean-François. Vous êtes responsable comptabilité, titres, fiscalité et réglementation. Et avec nous également Didier Henriot, bonjour. Bonjour Jean-François. Responsable des études fiscales et patrimoniales. Marie, Didier, il ne s'agit pas de faire un cours de fiscalité aujourd'hui, mais bel et bien d'être assurément pratique et surtout de répondre à la question que nous ont posée de très nombreux actionnaires, à tel point que l'on l'a rajouté en sous-titre, faut-il renoncer à la flat tax? Alors, on va commencer par le début. La flat tax, qu'est-ce que Marie? Alors la flat tax, c'est l'appellation commune qu'on retrouve pour ce que l'administration fiscale appelle le prélèvement forfaitaire unique, ou PFU de son autre petit nom. Donc il s'agit d'un prélèvement de 30% qui correspond en fait aux prélèvements sociaux de 17,2% et on peut dire à l'équivalent d'un impôt de 12,8%. Donc en fait, c'est unique, ça correspond en fait à deux impôts différents. Voilà. Didier, ce nouveau mode d'imposition est applicable à partir de quand? À partir des revenus de capitaux mobiliers, donc pour nos actionnaires, ce sont les dividendes perçus et les plus-values de cession réalisées, comptés du 1er janvier 2018. D'accord. Marie, autre question très pratique. Est-ce que ce mode d'imposition est quelque chose d'obligatoire ou est-ce que c'est quelque chose de facultatif? Alors non, par défaut, sur votre déclaration, si vous ne faites rien, ce sera ce prélèvement forfaitaire unique qui s'appliquera, mais il est possible d'opter pour l'ancien mode d'imposition, donc au barème progressif. Autre question, ça s'applique à quel type de revenu, Didier? Alors, ça intéresse uniquement nos actionnaires aujourd'hui en tant que bénéficiaires de dividendes ou bénéficiaires de plus-value de cession. Ça ne touchera pas, bien entendu, les revenus d'activité, salaire, pension de retraite, revenus fonciers ou autres revenus qui ne sont pas des revenus capitaux mobiliers. D'accord, il y a quand même quelque chose. Alors, quand on dit les revenus de capitaux mobiliers, c'est quoi? Allez, je vous donne des trucs, puis vous me dites si c'est revenus de capitaux mobiliers ou pas. Dividendes d'action, Oui. Ah bah oui. plus-value boursière, Oui. revenus fonciers, Non. revenus, mes intérêts bancaires, mes intérêts de mes livrets bancaires. Alors, les revenus financiers sont des... Oui, tout à fait. Ok. La flat tax, on choisit sur chacun de ces revenus si on la prend pas ou pas. Comment ça va se passer? Non, au titre d'une année, soit on va être imposé donc à la flat tax pour l'ensemble de ces revenus, soit on opte pour le barème pour l'ensemble de ces revenus. On ne fait pas, je dirais, en fonction de ce qui nous avantage ou pas. Parfait. Marie, question de Jean-Bernard. Quand doit-on faire son choix d'imposition entre la flat tax ou l'imposition sur le revenu? Eh bien au moment de la déclaration des revenus. Donc on va montrer un petit peu plus loin dans cette présentation sous quelle forme, mais donc ce choix il doit être fait au moment de la déclaration des revenus et il est à renouveler tous les ans. Ok, parfait. Vous m'avez donc dit tout à l'heure, Didier, que c'était en rentrant en application en 2018. Je voudrais qu'on regarde ce qui s'est passé dans ma situation en 2018 sur les opérations boursières que j'ai réalisées. Première hypothèse, j'ai perçu des dividendes. En 2018, le dividende chez Air Liquide, c'était 2,65 €. C'est ça. Mais si je regarde en pratique, je n'ai pas eu exactement 2,65 € qui m'ont été crédités. Alors qu'est-ce qu'on m'a retenu, Marie? Alors on vous a retenu de toute façon les prélèvements sociaux qui étaient déjà en 2018 de 17,2%. Et puis, en fonction du fait que vous nous ayez ou pas envoyé une demande de dispense d'acompte de 12,8%, on vous a retenu soit seulement les 17,2% de prélèvements sociaux, soit 30%. Alors, qui peut envoyer une dispense d'acompte? Alors, pour bénéficier de la dispense d'acompte, il faut avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 50 000 € si on est un contribuable seul ou à 75 000 € si on fait une déclaration commune. Quel est le délai pour faire cette dispense d'acompte? Alors, cette dispense, le Code général des impôts donne un tempo qui est on peut faire cette demande à partir du moment où on a reçu son revenu fiscal de référence, donc septembre, début septembre, et la date limite pour faire parvenir, c'est le 30 novembre. Ok, parfait. Didier,
En revanche, j'ai non seulement touché des dividendes, mais Marie vient de nous expliquer ce qui s'était passé. J'ai vendu des titres. Là, est-ce qu'il y a eu des opérations fiscales sur ma cession? Non, contrairement aux dividendes, il n'y a aucune retenue à la source au moment de la cession des titres. Donc les revenus qui ont été réalisés en 2018 devront faire l'objet d'une taxation, et donc après déclaration en 2019. Allez, Marie, question pour vous de Patrick. Quelle est la conséquence fiscale si pour les dividendes, on choisit de ne pas payer tout de suite les 12,8% à la source? Bref, si j'ai compris ce que vous m'avez dit tout à l'heure, si on a demandé une dispense d'acompte. Alors, la conséquence, elle n'est pas fiscale, c'est finalement une conséquence de trésorerie, c'est-à-dire que c'est vraiment un acompte. Donc si on a demandé à être dispensé de cet acompte, on ne l'a pas payé au moment du paiement du dividende, mais ça ne préjuge en rien du fait qu'on devra les payer ou non au moment où on fait sa déclaration. La dispense d'acompte, c'est vraiment une question de trésorerie. Voilà, donc ça veut dire qu'on a eu un peu plus d'argent à court terme à dépenser, voilà. Mais ça veut dire qu'au moment où on devra payer ses impôts un peu plus tard, on aura un peu moins d'argent. Question de Bernard, donc pour vous Didier, existe-t-il toujours le prélèvement de 21%? Ah non, le 21%, c'est un prélèvement qui a été remplacé par le prélèvement donc, de 12,8, l'acompte dont Marie a parlé tout à l'heure, qui est prélevé au moment du paiement des dividendes. Ok. Là, on vient de voir ce qui s'est passé. Donc, j'ai touché des dividendes en 2018. Potentiellement, j'ai également vendu des titres. Ben, maintenant, on va regarder un peu ce qui va se passer réellement d'un point de vue fiscal et les choix que je vais avoir en termes d'imposition. Allez, Didier, on commence avec vous. On a vu l'option par défaut, prélèvement forfaitaire unique. Si on veut la déclaration à l'IR, il faut le demander. Maintenant, on va regarder quoi? On va regarder les taux d'imposition, et puis on va regarder un peu les bases d'imposition sur le dividende. Je prends l'option par défaut, le prélèvement forfaitaire unique. Quel taux, quelle base? Alors, base dividende brut, pas de problème. Le taux 30%, composé, on l'a vu tout à l'heure, de 17,2 de prélèvements sociaux et de 12,8 d'impôt sur le revenu. Je vous suis, c'est simple. Et ça sera toujours beaucoup plus simple, d'ailleurs, on va le voir tout au long de notre présentation, sur le prélèvement forfaitaire unique flat tax que sur le barème de l'impôt. Alors on verra si c'est plus simple, on verra si c'est plus intéressant. Ça, c'est un autre sujet. Je pense que c'est la question que se posent nos actionnaires. Maintenant, deuxième hypothèse, je fais le choix de l'impôt sur le revenu. Voilà, donc les prélèvements sociaux, déjà, qui ont été prélevés au moment du paiement du dividende, là, ils ont été calculés sur le dividende brut en totalité, pas de problème. Concernant l'impôt, on bénéficie de l'abattement de 40%. Donc ça, c'est important parce qu'effectivement, l'application du barème de l'impôt ne se fera pas sur la totalité des dividendes bruts, mais sur 60% du dividende brut. Alors, je fais l'impasse sur la CSG déductible de 6,8, mais globalement, c'est important d'avoir en tête que d'un côté, flat tax, pas d'abattement de 40%, de l'autre côté, abattement de 40%. Ok, donc si je résume en étant un peu plus provoque que vous, je dirais d'un côté, pas d'abattement et c'est simple, et de l'autre côté, c'est compliqué, mais on a des abattements. Marie, maintenant, on va se mettre dans une autre, on va regarder l'autre sujet pour un actionnaire. Dans la rémunération, il y a le dividende d'une part, il y a la plus-value d'autre part. Comment va être taxée la plus-value si je suis à l'option par défaut, c'est-à-dire le prélèvement forfaitaire unique? Alors là, on peut dire aussi que c'est simple, c'est 30%. Alors sur la plus-value, alors nette de frais, donc on peut prendre en considération les frais, les éventuels frais de courtage à l'achat et puis par rapport au prix de revient aussi. Donc, mais c'est vraiment ma plus-value et j'applique 30% dessus. Ok, alors maintenant, est-ce que l'on va s'arracher les cheveux si jamais on fait le choix de l'impôt sur le revenu? Comment va être taxée ma plus-value? Alors là, sur la plus-value, cette même plus-value, on applique les prélèvements sociaux, 17,2%. Sans abattement, sans rien. Sans rien. Donc voilà. Ça, c'est simple. Voilà. En revanche, l'imposition, lui, peut bénéficier d'un éventuel abattement pour durée de détention sur la plus-value. Alors ça, c'est la règle qui est applicable pour les titres qui ont été acquis avant le 1er janvier 2018, donc les vieux titres. Voilà. Donc, si j'ai un titre qui a été acquis avant le 1er janvier 2018, j'ai la possibilité d'avoir un abattement. Si on regarde maintenant une plus-value que j'ai fait sur un titre, tiens, allez, j'ai fait un peu de pile. Dans l'année 2018, j'ai acheté au mois d'avril, j'ai revendu au mois d'octobre. Là, quelle est la règle fiscale qui est applicable? Alors là, plus d'abattement possible, de toute façon, pour les titres acquis après le 1er janvier 2018. Parfait. Alors, on reprend toujours nos questions d'actionnaires pour préciser tout ça. Il y a Alain qui nous interroge en nous disant le prélèvement forfaitaire unique sera-t-il calculé par les impôts ou prélevé directement par Air Liquide? Alors,
quoi qu'il en soit pas par Air Liquide, ça c'est clair. C'est un prélèvement qui se fera sur la base déclarative. Donc c'est les impôts qui, bien sûr, en fonction du choix d'imposition du contribuable, on va en parler, prélèvera les 30%. Parfait. Jean-Marc, pour vous, Marie, l'option pour le prélèvement forfaitaire unique ne peut-elle pas être défavorable en cas de plus-value sur des titres anciens du fait de la perte de l'abattement par durée de détention? Je crois que Jean-Marc a tout compris. C'est-à-dire qu'en effet, puisqu'il n'y a plus d'abattement possible quand on prend l'option prélèvement forfaitaire unique, ça risque, si les titres étaient vraiment anciens et pouvaient bénéficier d'un abattement de 65%, de faire vraiment la différence. Autrement dit, on nous a un peu dit que c'était formidable, qu'on allait baisser le taux, mais on a juste oublié de nous dire qu'on nous faisait perdre l'abattement. Très bien. Voilà. Didier, pour vous, Marcel veut savoir, il nous dit son taux d'imposition est à 14%, bien inférieur au 30% libératoire. Non, Marcel, ce n'est pas libératoire. Pourrais-je continuer à bénéficier de l'ancienne imposition, autrement dit, l'abattement de 40% plus le taux? Absolument. Et puis il fera partie, je pense, des contribuables qui seront intéressés par l'option au barème, compte tenu de son taux marginal d'imposition à 14%. Ok, on continue. Donc, dans les grandes nouveautés, entrée en application le 1er janvier 2018, donc l'apparition de cette flat tax, je me dois de vous interroger sur l'autre nouveauté fiscale, celle qui est rentrée en application le 1er janvier 2019, autrement dit, le prélèvement à la source. Et voyez-vous, je ne suis pas le seul à m'interroger sur ce sujet-là, parce que Ginette nous pose la question, et Ginette nous dit, le prélèvement à la source sera-t-il appliqué sur le paiement des dividendes, et si oui, à quel taux? Marie? Eh bien non, on n'applique pas de prélèvement à la source sur les dividendes. On a vu qu'il pouvait y avoir un acompte d'impôt, mais il ne faut pas confondre, il ne s'agit pas de prélèvement à la source. Les revenus de capitaux mobiliers, donc dividendes et plus-values de cession, sont considérés par l'administration fiscale comme des revenus exceptionnels. C'est le terme qui est utilisé, mais donc ils ne sont pas des revenus réguliers, ils ne rentrent pas dans le cadre du prélèvement à la source. Bref, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les prélèvements qu'on a vus tout à l'heure, les 17,2, 30%, etc., ce n'est pas un prélèvement à la source, c'est un peu le Canada Dry du prélèvement à la source. Ça ressemble à un prélèvement à la source, mais ce n'est pas un prélèvement à la source. Juste, on appréciera d'ailleurs le petit clin d'œil. L'administration considère qu'un dividende est un revenu exceptionnel et les actionnaires, eux, savent bien que quand une entreprise marche bien, le dividende est un revenu, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Didier, ce qui va avec le prélèvement à la source, c'est l'année blanche. Est-ce que mes revenus d'actionnaires vont pouvoir profiter de cette fameuse année blanche sur 2018? Alors ça, c'est le grand sujet également qui intéresse l'année 2018, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, ça donne un peu de complexité quand même par rapport à la concomitance entre la mise en place du prélèvement forfaitaire unique et puis, dès 2019, le prélèvement à la source. Mais c'est pour ça qu'il est très important de nous regarder aujourd'hui. Voilà, donc les revenus 2018, effectivement, il y a ce qu'on appelle les revenus réguliers, salaire, pension de retraite, et les revenus exceptionnels, notamment pour nos actionnaires, les dividendes et les plus-values de cession. Le prélèvement à la source, qui est mis en place à partir du 1er janvier 2019, effectivement, ne concerne que les revenus réguliers, comme vient de le préciser Marie. Donc, de facto, le principe, c'est d'éviter la double imposition. Puisque si on avait gardé le décalage d'imposition, comme auparavant, on allait payer deux fois. On allait payer en 2019 sur les revenus 2018 et en 2019 déjà sur notre fiche de paye ou en déduction des pensions de retraite. Alors comment ils se sont organisés pour qu'on ne paie pas deux fois? Alors ils ont mis en place un crédit d'impôt qui a pour objectif d'annuler, de neutraliser l'impôt sur les revenus réguliers. D'où le fait, et on redit un point très important, c'est que le prélèvement à la source ne concerne pas les revenus dits exceptionnels, dividendes et plus-values de cession. Le prélèvement à la source qui est mis en place depuis le 1er janvier 2019, c'est un mode de collecte de l'impôt. Et donc, les revenus dividendes et plus-values de cession réalisés en 2018, il va bien falloir payer un impôt. Alors, en pratique, comment on va le calculer, ce crédit d'impôt? Vous me dites, j'ai bien compris ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit, il y a des revenus ordinaires qui vont bénéficier d'un crédit d'impôt, il y a des revenus exceptionnels qui n'en profiteront pas. Alors, en pratique, ça va se faire comment? Bon, globalement, on remplit notre déclaration d'impôt dans les prochaines semaines, comme les années précédentes. L'administration calcule un impôt au titre de cette déclaration d'impôt. C'est un impôt théorique. À partir de cet impôt théorique, l'administration fiscale va faire un deuxième calcul, c'est-à-dire qu'elle va extraire de cet impôt théorique l'impôt qui est lié aux revenus réguliers. Ceux qu'il faut absolument éviter d'imposer deux fois. Et donc, c'est ce crédit d'impôt qui va être calculé en fonction de ces revenus réguliers. Et il restera donc potentiellement un delta à payer qui sera un delta lié aux revenus exceptionnels. Ok. Si je le dis dans un jargon
qu'on pouvait prendre à l'école primaire. On va faire une règle de 3. On fait une règle de 3 sur l'impôt, absolument. Donc l'impôt, par exemple un impôt de 1 000 €, on dit que sur cet impôt de 1 000 €, il y a 2 tiers qui sont liés aux revenus réguliers, et donc il restera un tiers de cet impôt qui est à payer au titre des revenus exceptionnels. Oui, on fait une règle de 3. Voilà, donc en fait, avis à Bercy, plutôt que de dire qu'on a inventé un truc qui s'appelle le CIMR, donc Crédit d'impôt modernisation du recouvrement, on aurait pu dire on fait une règle de 3. Voilà. Je pense que ça aurait été beaucoup plus simple à comprendre. Alors maintenant... Mais c'est quand même important d'avoir quand même ce crédit d'impôt pour éviter d'être imposé 2 fois. Quand même. Alors tout à fait. Maintenant, ce qui est important, c'est de répondre à la question qu'on a posée au début, c'est-à-dire dois-je renoncer ou pas à la flagrance. Alors déjà, on va essayer de faire un exemple pour comprendre votre histoire de CIMR, de crédit d'impôt d'année blanche ou de règle de 3. Alors, pour répondre à la question, finalement, est-ce qu'il y a un moyen simple? Il y a Claude qui nous dit fiscalité sur les plus-values de cession sur titre, comment mesurer facilement l'intérêt de l'option d'imposition avec les autres revenus par rapport à la taxe forfaitaire à 30% en tenant compte de la CSG déductible? J'ai dit facilement, est-ce qu'on peut avoir une réponse facile? L'administration fiscale nous donne quand même un outil qui s'appelle le simulateur d'impôt qui va nous aider à répondre facilement à la question. Mais ça passera obligatoirement par la comparaison entre les 2 modes d'imposition. Il me paraît difficile d'imaginer, sauf encore une fois pour les contribuables faiblement imposés ou pour les contribuables qui sont dans les tranches très hautes de l'impôt, il me semble difficile de répondre sans passer par la saisie dans les 2 simulateurs, simulateur flat tax et simulateur barème, répondre facilement à la question quel est le mode d'imposition le plus favorable. Ok, on va faire un exemple, si vous voulez bien. Marie, je vous donne mon cas, 35 000 € de salaire, j'ai touché 500 € de dividendes et 1 500 € de plus-value puisque j'ai vendu quelques titres. Si on fait les calculs, déjà on commence par ce qui est simple. Sur ma partie, donc ce qui m'intéresse avant tout, c'est ma partie revenus de capitaux mobiliers, les gains que j'ai fait avec l'action Air Liquide. Si je prends le prélèvement forfaitaire unique, je vais payer combien? Ah bah alors là, c'est simple. 2 000 €, puisqu'on a dit 500 € de dividendes, 1 500 € de plus-value, ça fait 2 000 au total. On applique 30% sur ces 2 000, voilà. 600 €. 600 €, voilà, Okay. oui, tout à fait. Donc le mot d'ordre, c'est simple. Maintenant, si je fais l'hypothèse du barème, de l'imposition barème à l'impôt sur le revenu. Alors là, oui, il faut rentrer dans des calculs un petit peu plus compliqués. Alors déjà, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que j'ai déjà payé un peu lorsque j'ai perçu mon dividende. Tout à fait. Donc il y a les prélèvements sociaux au moins qui ont été prélevés au moment du paiement du dividende. Donc là, les prélèvements sociaux, 2000 de base d'imposition, Bah, 17,2 de taux. Voilà, ça fait 344 € de prélèvements sociaux. Ça, de toute façon, on n'y coupez pas. Voilà. Ok. Maintenant, il faut calculer mon impôt sur le revenu. Comme je vous sens bien en forme sur la réglementation de l'année blanche, Didier, je vais payer combien d'impôt sur le revenu si je fais ce choix-là Donc ça va être un calcul qui va être encore une fois fait par l'administration, puisque qu'est-ce qui va se passer? L'administration va vous dire, bon, vous deviez, si vous n'avez pas eu l'année blanche, vous deviez payer un certain montant d'impôt. De cet impôt, on a enlevé un crédit d'impôt qui est donc, si je me souviens bien des chiffres, on avait 35 000 de revenus réguliers sur 37 000 de revenus globaux. Donc il va y avoir un impôt auquel on va appliquer le ratio 35 divisé par 37. Donc il va y avoir un delta, effectivement, un impôt qui reste dû. Cet impôt qui reste dû, ça sera l'impôt lié aux dividendes et aux plus-values de cession. Ok, donc dans notre exemple, on est à 287 €, voilà. Puisqu'on a tenu compte du crédit d'impôt. Donc voilà. si on fait le bilan, on fait la somme des deux, Marie Absolument, donc pour comparer, donc on reprend donc nos 344 € de prélèvements sociaux, on ajoute cet impôt donc calculé 287 € et on obtient ce qu'on doit. Ok, donc on voit bien que dans cette situation, le prélèvement forfaitaire unique, le match il est quand même assez proche là, puisqu'on a 600 d'un côté, on a 631 de l'autre, et on le précise pour des raisons de simplicité, nous n'avons pas tenu compte de la déductibilité de la CSG dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Pour affiner le calcul, il y aurait des petits écarts. Mais... Juste, là dans ce cas-là, on est dans le cas on a été dans le cas d'un contribuable célibataire, donc il y avait une part. Vu son niveau de revenu, il était dans la tranche à 30%. Il y a Patrice
Patrice, de mémoire j'avais vu à Avignon, qui nous dit « Étant au taux marginal de 14% pour l'imposition des revenus mobiliers, vaut-il mieux choisir le prélèvement forfaitaire unique ou prendre l'option pour le barème progressif? Qu'en est-il pour les plus-values boursières ?» À 14%, Ah bah 14%, le choix est vite fait. Il faut prendre l'option au barème progressif. d'accord. 14%, on n'hésite pas. D'autant plus qu'il a une probabilité d'avoir des actions qui bénéficient d'abattement pour durée de détention. Donc, limite, Parce que je crois que Patrice est un actionnaire fidèle derrière. Voilà, donc je serais tenté de dire, il n'y a pas photo. Ok, parfait. En revanche, dès qu'on est à 30 et 40, dans les tranches supérieures, plus on monte, plus il vaut mieux faire ses calculs, avec une différence éventuellement, la situation de l'actionnaire récent, du vieil actionnaire n'est pas forcément la même, idem entre celui qui touche des revenus, celui qui touche des plus-values. Oui, ce qui fera la différence, surtout, c'est l'importance des abattements pour durée de détention sur les plus-values. Bien. Quand on a 65% d'abattement, effectivement, ça réduit très très fortement le taux moyen d'imposition. Si je résume, là où on en est, on vient de voir que finalement il y avait deux changements majeurs d'un point de vue fiscal dans les 24 derniers mois. Il y a eu l'entrée en application de la flat tax au 1er janvier 2018, l'entrée en application du prélèvement à la source le 1er janvier 2019. On a vu que pour savoir répondre à la question faut-il renoncer à la flat tax, il fallait faire des calculs, pour faire des comparaisons. Et une fois qu'on a fait tout ça, on se dit très bien. On a fait les calculs, donc maintenant, voici venue l'heure de remplir notre déclaration de revenus. Qu'est-ce qu'il y a de neuf, Didier, dans la déclaration de revenus cette année sur notre sujet, c'est-à-dire la fiscalité des actionnaires? Il y a un certain nombre de nouveautés. Alors, la nouveauté la plus importante, c'est ce qu'on s'est évertué à expliquer, c'est effectivement, maintenant, il y a deux possibilités, deux modes d'imposition. Donc, il faut choisir. Et donc, pour choisir, il faut quand même que dans la déclaration, il figure une information qui nous permette de choisir. Cette information, elle s'appelle la case 2OP, qui est une case qu'il va falloir cocher si on veut être imposé au barème de l'impôt. Elle est où cette case? Je vais la trouver où? Alors, elle sera tout en bas, dans le chapitre des revenus de capitaux mobiliers, elle sera tout en bas de la déclaration 2042. Alors, je précise quand même que la déclaration 2042, au moment où on parle, nous ne l'avons pas encore en ligne. J'espère que l'administration fiscale ne va pas nous la mettre tout en haut de la page suivante. Ok, donc en tout cas, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, on dit la 2042, pour ceux qui sont sur Internet, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient coché, qu'ils aient des plus-values actions, qu'ils aient des dividendes, des revenus de capitaux mobiliers pour que ça passe. Je précise quand même une chose très importante, c'est que nous imaginons aujourd'hui que la case 2OP, elle ne va pas forcément être mise en évidence par rapport aux autres cases. Elle est, entre guillemets, tout en bas, mais elle n'est pas nécessairement là, vous êtes en train en de nous dire gentiment que vous pensez que l'administration souhaite qu'on ne la coche. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement qu'elle n'apparaît pas, en tout cas dans les premiers tableaux que nous avons vus, elle n'apparaît pas de manière très très visible par rapport aux autres. Voilà, Okay. et elle est essentielle. À la fin du chapitre surtout, c'est ça qui peut aussi... Et elle est essentielle. Voilà, effectivement, on aurait pu se dire que, étant donné que ça concernait l'intégralité des revenus de capitaux mobiliers, il eût pu paraître plus logique de la mettre en tout début de chapitre. Voilà. Mais effectivement, la mettre en fin, c'est quand même Mon relativement sentiment. astucieux. Si on regarde maintenant du côté des plus-values, est-ce qu'il y a du changement? Moi, je regarde les éléments que j'ai pour l'instant. Je vois qu'il y a une case 3VG comme l'an dernier, 3G comme l'an dernier, 3VH comme l'an dernier, donc pas de changement par rapport à l'an dernier? Alors si Jean-François, avec une petite subtilité, puisque maintenant il faut remplir la case 3VG sans abattement pour durée de détention. Donc auparavant, il fallait remplir cette case après avoir fait tous ces calculs d'abattement. Maintenant, il faut remplir, quel que soit le choix du mode d'imposition, la 3VG sans les abattements. Ok, donc si vous avez fait des plus-values, il faut être très vigilant sur ce point-là. Didier, on a toujours notre déclaration qui arrive avec les cases pré-remplies sur certaines cases pré-remplies? Alors, je veux parler en tant que teneur de compte Air Liquide. Les cases pré-remplies par l'administration fiscale associées à notre activité, ce sont les dividendes. Donc aujourd'hui, les cases pré-remplies concernent les dividendes bruts et l'éventuel acompte de 12,8. Là, le changement important, c'est que les cases seront pré-remplies en tenant compte du fait que l'imposition par défaut, c'est la flat tax. Donc il va y avoir une subtilité sur laquelle on va revenir, c'est la subtilité du fait que c'est le montant des dividendes bruts qui ne bénéficie pas de la CSG déductible qui va être pré-rempli. Ok. Et là, effectivement, c'est très important d'avoir ça en tête parce que si on opte pour le barème de l'impôt, là, on va pouvoir bénéficier de la CSG déductible. Donc vous êtes en train de me dire, il y a des cases, nous chez Air Liquide, on remplit toutes les cases concernant le dividende, ce qui veut dire en pratique que le calcul de la plus-value n'est pas pré-rempli. Donc,
sur le dividende, mais il faut être excessivement vigilant pour tenir compte du fait qu'il y a eu un changement entre avant où l'imposition par défaut, c'était l'impôt sur le revenu. Désormais, l'imposition par défaut, c'est la flat tax. Voilà. Ok. Donc il y a 3 cases qui peuvent être pré-remplies. Autant la case sur la compte, la case de CK, elle ne sera pas à modifier. Autant sur la partie dividende brut, si effectivement on opte pour le barème de l'impôt, il va y avoir un petit traitement manuel à faire. Eh bien, on va regarder ça, puisque l'objectif, c'est d'être pratique et de rentrer dans tous les détails. Donc là, vous venez de me dire, modification dans la déclaration de revenus cette année, l'apparition d'une case d'EOP pour renoncer éventuellement à l'option par défaut qui est la flat tax, des petits changements d'intitulé au niveau des plus-values, et puis des petits changements de remplissage de cases d'un point de vue automatique au niveau des dividendes. Question Marie, tiens, question pour vous de François, qui veut savoir où trouver son IFU. Alors, l'IFU déjà, ça veut dire quoi? Imprimé fiscal unique. Alors, où est-ce qu'il le trouve? Alors, en fonction, c'est son teneur de compte qui va le lui envoyer ou le lui mettre à disposition. En ce qui concerne nos actionnaires au nominatif pur, donc pour lesquels nous sommes teneurs de compte, les IFU ont été mis en ligne début avril sur l'espace personnel et envoyés sous format papier. Et envoyés par la poste. Donc, grosso modo, les choses vont se faire. On rappelle que la déclaration arrivera dans le courant du mois d'avril. Donc, on a le temps de travailler, même si beaucoup de choses changent. Didier, on a Serena qui nous pose une question que je trouve rigolote, je vais dire. Serena nous dit « Les dividendes que percevra ma fille étudiante qui est rattachée à notre foyer fiscal seront-ils non imposables car considérés au même titre qu'un job étudiant ?» Alors, je regrette, Serena, c'était une très très bonne idée. C'était bien tenté. C'était bien tenté. Malheureusement, donc, les dividendes ne sont pas considérés comme des revenus de job étudiant, donc ils vont être imposés quel que soit l'âge. Alors si donc l'étudiant est rattaché au foyer fiscal de ses parents, ce sont les parents qui paieront les dividendes, l'impôt sur les dividendes, comme s'ils en étaient propriétaires. Ok. Parfait. J'étais bien tenté. Mais effectivement, j'ai trouvé ça que c'était une bonne optimisation fiscale. Ma fille est étudiante, tous ses revenus doivent passer à l'AS. C'était astucieux. Alors, maintenant, la question c'était faut-il renoncer à la flat tax? On a fait nos calculs, on a vu les nouveautés de la déclaration. Donc maintenant, on rentre en pratique. J'ai fait mes calculs et finalement, je me rends compte que le prélèvement forfaitaire unique, d'une part, il est plus simple et d'autre part, il est plus avantageux. Vous m'avez dit que c'était une option par défaut, ça veut donc dire qu'en pratique, j'ai rien à faire? Non. Sauf si vous avez fait des plus-values de cession, là, il faut remplir la case. Elle n'est pas pré-remplie. Donc sur les dividendes, on vérifie les chiffres pour... Bien sûr. Ok. Sur les plus-values de cession, Marie, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc sur les plus-values de cession, il faut renseigner... Alors, si vous avez fait des plus-values en case 3 VG, le montant total des plus-values. Si jamais vous avez fait une moins-value, il faut la mettre en case 3 VH. Et il est inutile de renseigner des abattements pour durée de détention, puisqu'ils ne seront pas pris en compte. Ok, puisqu'on rappelle, qui dit faire le choix du prélèvement forfaitaire unique revient à renoncer aux abattements de détention si les titres ont été acquis en janvier 2018. Et je ne coche pas la case de OP, bien sûr. Allez, on poursuit avec tout un tas de questions, puisque vous nous parlez de plus-value. On a Jean-Luc Didier qui nous pose la question, dois-je déclarer mes plus-values des actions même si je ne les vends pas? Non, alors le fait générateur de l'imposition en France, c'est la cession des titres. Donc bien entendu, pas de vente, pas de revenus, pas d'impôt. Parfait. Juste, vous me faites penser à une idée là en me disant ça. Si je donne mes titres, si je transmets mes titres à mes enfants ou à mes petits-enfants, pas d'impôt, j'efface ma plus-value aussi? Alors là, c'est un autre sujet. Bon, bien sûr, pas d'impôt à partir du moment où la donation, alors on parle de l'impôt sur le revenu, il peut y avoir on parle de l'impôt sur le revenu. Naturellement, si je dois payer des droits au titre de transmission, donc, je dis juste, j'ai acheté des titres, par exemple 50, j'ai un prix de revenu à 50, aujourd'hui ça vaut plus de 100, je décide de donner mes titres à mes petits-enfants, puisque vous me dites le fait générateur c'est la cession, si je leur donne, je ne leur vends pas. Absolument, donc donation n'est pas cession, donc pas d'impôt associé à cette donation, et effectivement il y aura un impôt le jour où les enfants ou petits-enfants céderont les titres, et à ce moment-là, la plus-value sera calculée par rapport à la valeur de l'action au jour de la donation, moyennant comme un tout petit détail, c'est qu'il faut révéler le don à l'administration fiscale pour que ce don soit, je dirais, pris en compte et valorisé dans les livres.
parfait. On continue justement sur ces questions, sur des calculs de plus-value. Claude, quel prix de l'action est retenu pour le calcul des plus-values? Est-ce que c'est un cours moyen sur l'année ou est-ce que c'est le cours de bourse du jour de la vente? Ah, c'est le cours de vente. C'est vraiment le prix de vente qui est considéré. D'accord. Et on prend en compte les frais quand même? Oui, absolument. Ok. Bernard, Bernard, je ne sais pas pourquoi aller. Bernard, ça tombe toujours sur vous, Didier. Quelle est la valeur d'achat à prendre en compte pour le calcul de la plus-value lorsque les titres ont été achetés à des dates différentes et à des prix différents et que certains titres sont très anciens? Prix moyen d'achat pondéré. Ça, c'est la réponse, je dirais, la plus simple, la plus technique. Donc, que je peux faire. quand on dit prix moyen d'achat pondéré, ça veut dire on fait la somme de tous les prix d'achat, on calcule combien on a de titres, on divise et ça nous donne le prix d'achat moyen pondéré. Voilà, c'est en fait le prix de revient, c'est tout ce que j'ai été amené à décaisser. Alors, petite précision quand même, parce que comme nous sommes au service actionnaire Air Liquide attachés à la fidélité de nos actionnaires, nous avons une gestion spécifique par code valeur qui identifie la prime de fidélité. Donc, chez Air Liquide, en tant que teneur de compte, nous avons une notion de prix de revient moyen pondéré par code valeur. Et vous avez combien de codes valeur en 4 codes valeur. Ok, donc ceux qui n'ont aucun droit à rien. Ceux qui ont donc les achats de l'année. Pas Voilà. droit à rien. Les achats de l'année. Alors attention, les Mais achats. les porteurs, par exemple. Ils ont droit aux dividendes, à Bien sûr, l'attribution alors, d'actions alors, gratuites. Bon, on va pas bien sûr reparler de la différence entre porteur et nominatif. Bien sûr, pour les actionnaires aux porteurs qui n'ont pas la prime de fidélité, ils n'ont pas cette notion de 4 codes valeur. Ils ont le code classique, le code générique. Mais pour ceux qui sont au nominatif administré auprès des banques ou nominatif pur auprès du service actionnaire, il y a cette codification spécifique de code valeur. Et le service actionnaire, je parle en tant que service actionnaire, on gère un prix de revient moyen pondéré par code valeur. Ok. Voilà. Si en revanche j'ai envie de faire un autre calcul pour l'administration fiscale en faisant un prix moyen global, personne ne s'y oppose. Non, absolument pas. Ok, nickel. Première hypothèse, donc on a dit, je trouvais que le prélèvement forfaitaire unique, c'était plutôt pas mal pour moi. Donc si j'ai bien compris, vous m'avez dit, il n'y a rien à faire, sauf si vous aviez fait une plus-value, et dans ce cas-là, il fallait penser à remplir un certain nombre de cases, et pas celle de l'abattement, puisqu'il n'y a pas d'abattement. Maintenant, deuxième hypothèse. J'ai fait mes petits calculs, et mes petits calculs m'ont démontré que finalement, le prélèvement forfaitaire unique, c'était peut-être plus simple, mais pour moi, ce n'est pas franchement plus avantageux. Marie, qu'est-ce que je dois faire? Pour commencer, surtout ne pas oublier de cocher la case de OP. Donc celle qui est cachée tout au fond. Voilà, exactement Jean-François. Donc celle-là, pas oublier de la cocher. Ensuite, au niveau des dividendes, qui vont donc être pré-remplis en case 2CG, qui est donc revenu de capitaux mobiliers sans CSG déductible. Vous avez tout intérêt à retirer vos dividendes de cette case-là pour aller les reporter en 2BH, qui, elle, correspond au même revenu, mais avec CSG déductible. Donc, autrement dit, on a rempli la case option par défaut flat tax, donc voilà. Pas de déductibilité de la CSG, Tout à et fait. que si jamais je veux faire un impôt sur le revenu, il faut que j'essaie de récupérer ma CSG, donc il faut que je pense à faire ce changement de case. Voilà. Sinon, si je peux me permettre, ça veut donc dire que si je ne le fais pas, je ne récupérerai pas ma CSG. Alors, voilà. Petite précision quand même, parce que l'administration fiscale a quand même des outils très très performants. Il n'est pas dit que leur ordinateur ne lit pas le fait de cocher la case de OP avec un calcul systématique de la CSG déductible. Ça c'est pas dit aujourd'hui. Mais par précaution, nous, ce que vient de dire Marie, par précaution, on considère qu'il faut effectivement, dans le doute, que l'actionnaire alimente bien la bonne case. D'accord. Et donc là, on est en train gentiment de mettre la pression à l'administration fiscale en leur disant que nous surveillerons pour savoir si on s'est trompé dans les cases, si eux-mêmes ont corrigé. Ou pas. Mais ils progressent beaucoup quand même. Hein, donc, le sujet. Didier, on vient de voir. Oui. Marie vient de nous dire, vous faites le choix du barème. On a vu que le choix du barème, c'est applicable à tous les revenus de capitaux mobiliers. Donc c'est applicable à mes dividendes. Vous m'avez dit, instruction, vous cochez 2 OP et vous corrigez les lignes 2 CG que vous mettez en 2 BH. Maintenant, Didier, j'ai aussi fait des plus-values. Qu'est-ce que je vais devoir déclarer? Alors, on se rappelle, on l'a vu tout à l'heure qu'il y avait 3 cases possibles, 3 VG, 3 SG et 3 VH. La 3 VG,
c'est une plus-value donc sans application des abattements. Donc, quoi qu'il en soit, il faudra saisir le montant de la plus-value sans application des abattements, comme on l'avait fait pour la flat tax. La nouveauté, effectivement, si on a vendu des titres qui bénéficient d'abattements pour durée de détention, donc qui ont au moins 2 ans de détention, voire même au moins 8 ans de détention, la case 3 SG pourra être effectivement documentée. Et si on a fait une moins-value de cession, bien entendu, ça sera la case 3 VH qui sera documentée. Donc la différence par rapport à la flat tax, c'est la fameuse case 3 SG qui devra être documentée. Autrement dit, les abattements. Absolument. Et on en retourne toujours avec la même chose, c'est-à-dire que la flat tax, c'est simple, mais il n'y a pas d'abattement. L'impôt sur le revenu, c'est plus compliqué, mais il y a les abattements. Voilà. Avant de conclure, je voudrais qu'on essaie, on vient de regarder donc ce qui s'était passé en 2018, les dividendes que j'avais perçus, les plus-values éventuelles que j'avais faites. On vient de regarder comment il fallait faire la comparaison pour voir si on renonçait ou pas à la flat tax. On vient de voir les cases qu'il fallait remplir dans la déclaration. Maintenant, on va parler de 2019. Dans la vie des actionnaires, ce n'est pas un revenu exceptionnel, contrairement à ce que nous dit l'administration fiscale, mais c'est un revenu courant pour nombre d'actionnaires. Qu'est-ce qu'on peut dire, Marie, sur le dividende 2019 dernier liquide? Voilà, le dividende qui a été proposé aux actionnaires et sur lequel ils devront se prononcer lors de l'Assemblée générale le 7 mai est de cette année de 2,65 € et une prime de fidélité de 0,26 € pour ceux qui en bénéficient. Il sera mis en paiement le 22 mai, donc avec un détachement du coupon, donc un ajustement le 20 mai. D'accord. Et le dernier jour pour être propriétaire des titres? Eh ben, c'est le vendredi d'avant, donc en fait, le dernier jour pour acheter des titres et bénéficier du dividende au titre de ces titres, si je puis dire, c'est le 17 mai. Ok, on a une question de Thierry qui nous dit « En 2019, je paierai les impôts correspondant aux dividendes perçus en 2018. Quand paierai-je des impôts sur les dividendes que je vais percevoir en 2019 ?» Eh ben, en 2020, Thierry. Ok, avec éventuellement le sujet de l'acompte qui aura été versé, puisqu'on continue faire comme en 2018? Oui, tout à fait. Ce principe d'acompte et de demande de dispense avant le 30 novembre perdure. Ok, Xavier s'interroge, Didier, il nous dit « L'option d'imposition sur le revenu des dividendes et ou des plus-values au titre du prélèvement forfaitaire unique est applicable pour l'année 2018, sera-t-elle aussi applicable pour les revenus de capitaux mobiliers de l'année 2019 ? Sauf si la loi de finances changeait. Pour le moment, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas applicable. Donc on est parti sur un nouveau système. Alors il va y avoir quand même un changement important. C'est que ce qu'on a expliqué depuis quelques minutes avec notamment la problématique du prélèvement à la source, ça n'existera plus à partir des revenus 2019. Donc il va y avoir vraiment un calcul beaucoup plus simple à faire l'année suivante. Est-ce que ça va quand même fondamentalement changer? Parce qu'en pratique, l'histoire de la règle de 3, ça veut dire en pratique que l'on a taxé les dividendes au taux moyen d'imposition. Taux moyen d'imposition. Alors que d'ordinaire, à l'impôt sur le revenu, on le taxe au taux marginal. Absolument. Autrement dit, un taux plus élevé. Absolument. Donc le taux marginal va redevenir la règle et sera comparé par rapport au prélèvement de 30%. Donc ça veut dire... Si on ne change pas, bien entendu, la loi de finances. Ok, mais donc ça veut dire en pratique qu'il y a des gens qui vont avoir intérêt à prendre l'impôt sur le revenu cette année et qui n'auront pas à revenu identique, qui n'auront pas forcément intérêt à prendre l'impôt sur le revenu l'année prochaine. C'est une très bonne conclusion, c'est tout à fait ça. Ok, on regarde un peu ce qui va se passer dans la vie du titre Air Liquide, le dividende. Autre nouvelle, Didier, qui a été annoncée. Les actionnaires adorent l'attribution d'actions gratuites. L'attribution d'actions gratuites. Le conseil d'administration, effectivement, a décidé une attribution d'actions gratuites en octobre 2019, selon la parité 1 pour 10. Donc avec un calendrier qui est le suivant. Donc l'attribution des actions nouvelles se fera le 9 octobre. L'ajustement de cours, c'est une technique importante à avoir en tête parce qu'on ne fait pas une attribution d'actions gratuites sans un ajustement de cours. Il se fait J-2, donc le 7 octobre. Ce qui veut dire c'est que la date limite pour que les actions achetées bénéficient de cette attribution d'actions gratuites, ça sera le 4 octobre. 4 octobre. Je remontais le temps, mais c'est le 4 octobre. Juste en pratique, si je n'ai pas un multiple de 10, que vont devenir ce qu'on appelle dans le jargon les rompus? Alors, les rompus font l'objet, bien sûr, d'un traitement spécifique. Alors, déjà, en termes de trésorerie, les rompus font l'objet d'une indemnisation. Donc, ça, c'est clair.
Et dans un deuxième temps, fiscalement, ces rompus sont assimilés à des plus-values de cession. D'accord. Donc, Donc, si je veux pas de rompu, je me débrouille, si je comprends bien, à avoir aligné ma position sur un nombre multiple de 10 Oui. avant le 4 octobre Oui. 2019. Alors, ce n'est pas toujours simple pour ceux qui ont de la prime de fidélité. Parce que autant vous pouvez vous ajuster sur l'attribution dite standard, autant sur l'attribution majorée, ce n'est pas forcément toujours simple. Ok. Marie, en conclusion, si vous aviez 2 idées à retenir, 2-3 idées à retenir pour les gens aujourd'hui sur ce qui change d'un point de vue fiscalité, vous diriez quoi? Qu'il est important d'utiliser le simulateur des impôts pour vraiment comparer les deux modes d'imposition, qu'il n'y a pas de conclusion facile à prendre, sauf être dans un cas où on n'a pas d'impôt ou un taux de 14%, mais sinon il faut vraiment étudier les deux situations. Voilà. Didier? Et puis il y a un point important, et on l'a également écrit, c'est que le prélèvement à la source, c'est qui est mis en place au 1er janvier 2019, il n'empêche pas, bien entendu, qu'il y ait une déclaration d'impôt à faire. C'est un mode de collecte de l'impôt. Et ce prélèvement à la source, très important, c'est pour ça qu'on en parle, c'est qu'il ne concerne pas les revenus, dividendes et plus-values de cession. Donc il y a une petite confusion qui a existé un certain temps et qui existe peut-être encore dans l'esprit de nos actionnaires, c'est que d'un côté il y a le prélèvement forfaitaire unique, de l'autre côté il y a le prélèvement à la source, mais ce sont deux notions totalement différentes. Ok, et bien en tout cas j'espère que cet échange aura permis d'éclairer les actionnaires d'Air Liquide. Merci à vous de nous avoir écoutés. Juste pour résumer très simplement, il faut faire un peu de maths, mais ne croyez pas que rien ne change cette année dans la déclaration. Plein de choses changent. Vous avez des petits calculs à faire pour vous permettre éventuellement de faire de substantielles économies fiscales. Alors n'hésitez pas à les faire. Au revoir. Au revoir.